C'est un plaisir de vous retrouver. Ah ben, C'est dommage qu'on ne puisse pas le faire en présentiel parce que c'est vrai, c'est 3 heures de formation sur Zoom. ouais. C'est pas évident parce que je parle à mon écran et je vous vois pas. Donc, du coup, n'hésitez pas de m'interrompre. Vous pouvez allumer les micros parce que on va pas, je vais pas pouvoir suivre les messages dans le chat. Donc, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez discuter, donc 3 heures c'est long, n'hésitez pas. Euh, Je, donc, je tout le vois monde a juste, suivi ma première intervention. On est bien d'accord sur ça. Donc, c'est un peu un approfondissement de ce que je vous ai présenté parce que ma première formation, c'était plus le cadre général. On va reprendre quelques notions parce que c'est nécessaire pour après voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en classe. Et les deux interventions de cet après-midi sont vraiment dans la continuité aussi parce qu'on parlera à la fois du langage oral et de tout ce qui est spécifique à la lecture. Et c'est ces deux recherches qu'on finance empiriques qui sont extrêmement pertinents par rapport à ça. Donc, qui se déroulent sur un terrain qui implique des enseignants. Donc, il y a deux parties ce matin. Donc, on va reprendre un peu, comprendre les difficultés en lecture, apport de la recherche fondamentale pour aller un peu plus loin dans les différents mécanismes. Et, et après, on va essayer de voir comment on peut prévenir les difficultés et remédier au sein de l'école avec une approche réponse à l'intervention. Dans ce contexte-là, je vous présenterai un peu quelques pistes, hein, quelques éléments à considérer. Donc très rapidement, donc le but de la lecture, c'est comprendre ce qui est écrit, c'est évident, et donc le but de l'enseignement de la lecture est développer chez l'enfant un mécanisme, donc un automatisme qui produit du sens à partir de l'écrit. Donc on est tous d'accord sur ça, c'est pour ça qu'on est là, pour voir comment on peut réaliser cet enseignement. Donc on avait déjà parlé de l'idée fausse qui était l'apprentissage de la lecture est aussi naturel que l'apprentissage du langage oral, tout simplement parce que pour le langage oral, on a une prédisposition biologique pour apprendre à parler et on n'a pas besoin d'enseignement explicite. Et ça, ce n'est pas du tout le cas pour la lecture. Donc, la lecture, c'est une invention culturelle qui, il y a 5000 ans, son apprentissage est rendu possible par des potentialités du cerveau humain, pas par des spécialisations. Donc, on n'a pas d'une spécialisation du cerveau comme on l'a pour le langage oral. Donc, pour la lecture, on va réutiliser, donc c'est très important cette notion-là, on va réutiliser des zones du cerveau, des capacités cognitives et perceptives qui étaient en charge pour autre chose, comme pour le traitement des lettres, c'était des zones qui auparavant traitaient les objets ou les visages, etc. Et évidemment le langage oral. Donc là, je ne vais pas reparler de tout ça, hein, juste rappeler, donc c'est un bref rappel de mon séminaire de la dernière fois, que pourquoi la lecture aussi est importante, parce que c'est la colonne vertébrale de tous les apprentissages. Donc si on rate la lecture, on peut rater toute une scolarité pour un enfant dans des domaines qui reposent sur la lecture et il y a énormément d'enfants en difficulté. Donc je ne reviens pas sur les statistiques que vous connaissez sur la compréhension de lecture où ça ne va pas très fort, les performances baissent. Et je veux juste rappeler, parce que c'est important pour la deuxième partie, qu'il y a une inégalité extrêmement importante. Donc un enfant issu du milieu socio-économique défavorisé a 4 fois plus de probabilité, de malchance à rencontrer des difficultés au niveau des apprentissages. Donc, c'est vrai pour la lecture, c'est vrai pour les autres apprentissages, c'est vrai dans tous les pays, mais il y a une grosse variabilité en termes de chances, de probabilité de rencontrer ces difficultés en fonction de la politique éducative du pays. Et la France ne brille pas dans ce classement, c'est-à-dire on a une marge de progression extrêmement importante de réduire cette inégalité par rapport à l'origine sociale initiale de l'élève. Et un enseignement efficace et égal doit le faire, hein, doit le faire, et ça au cours des premières années. Et je ne sais pas si je vous ai donné cette statistique, mais je vais la rappeler parce que je pense qu'elle me semble fondamentale sur le terrain. C'est dans cette enquête de PISA 2008, l'écart de performance en lecture en France, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, hein,
Donc, entre les 10% d'élèves les plus favorisés sur le plan socio-économique et les 10% d'élèves les plus défavorisés est de 170 points. C'est des points standardisés. Donc, puisque c'est des points standardisés, on peut calculer qu'est-ce que ça représente en termes d'années de scolarisation. Et ça représente plus que 4 ans. Et ça, c'est très important à se le représenter, c'est-à-dire potentiellement au sein d'une même classe, on peut avoir un écart entre, donc c'est des classes extrêmement hétérogènes, entre les élèves les plus forts, hein, les plus favorisés, qui ont un contexte familial et des compétences langagières très développées, et les faibles de 4 ans. Et donc, votre tâche en tant qu'enseignant, et elle est considérable, c'est de réduire cet écart au maximum, c'est-à-dire stimuler ceux qui sont 4 ans en avance et rattraper le retard des autres. Donc, c'est une tâche extrêmement importante. Je voulais juste vous le rappeler. C'est de ça quand on parle, quand on dit qu'il y a des différences interindividuelles énormes, énormes. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui avec la différenciation et les différentes approches et les outils doivent servir à réduire cette extrême variabilité au sein des classes du même niveau. Donc, un petit rappel au niveau des mécanismes. Donc, on passe à la partie recherche fondamentale. Qu'est-ce qu'on a appris sur les mécanismes de la lecture? Donc, je vous ai dit au dernier cours qu'au commencement était la parole. Donc, si on regarde ce qui se passe dans le cerveau avant la lecture, on a le langage oral et on sait où ça se passe dans le cerveau. C'est une grosse zone dans l'hémisphère gauche et aussi dans l'hémisphère droite, mais latéralisée plus sur l'hémisphère gauche au cours de cette scission de Sylvius. D'accord? C'est des zones du langage qui comprennent la production du langage, la compréhension du langage, la phonologie, la syntaxe, la grammaire. Tout ça, c'est représenté. Donc aussi le sens des mots. Donc avant la lecture même, un enfant possède donc un lexique phonologique, des connaissances sur la syntaxe et le sens des mots. Et c'est quelque chose qui est gratuit. D'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce cadeau de l'évolution où là, on a des prédispositions. Dans cette image-là, vous voyez, c'est des bébés à l'âge de quelques mois qui sont dans un IRM et on voit que leur cerveau, quand ils sont stimulés avec le langage naturel versus un langage renversé, hein, il n'y a plus le langage, mais il y a juste les caractéristiques spectrales qui sont préservées, on voit quand même dans cette comparaison, il y a déjà les zones du langage qui sont préactivées. On a des prédispositions. Donc, si vous devez imaginer qu'est-ce que fait la lecture, est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau qui va être créé par l'enfant, pour chaque enfant un peu différemment, ou est-ce que c'est simplement réutiliser le langage oral puisqu'on l'a et on a le sens du mot et on a la grammaire et on a toute la richesse du vocabulaire. Donc, normalement, si vous devez faire une prédiction en tant que je sais pas, ingénieur de cerveau, vous devrez faire celle-ci. Ben, on va créer simplement une interface entre les zones visuelles du cerveau, qui sont en arrière du cerveau, d'accord, qui sont capables de traiter des choses qui ressemblent à des lettres, puisqu'on a choisi des lettres, on va en revenir, et on va le connecter au langage oral. Donc, trouver à nouveau accès vers le langage oral. C'est très important parce que pendant des années, on imaginait la lecture comme quelque chose à part, qu'on crée quelque chose ex nihilo, une nouvelle fonction, une nouvelle capacité cognitive. Et on apprend ça grâce à des capacités visuelles et de mémoire et d'apprentissage par cœur. Et on a ignoré tout ça. Donc, ça, c'est la prédiction qu'on pourra faire aussi. On regarde dans le cerveau. Donc, ça, c'est de nouveau une étude IRM fonctionnelle où on met les étudiants dans un IRM fonctionnel en train de lire silencieusement. Et vous voyez, c'est exactement la prédiction qu'on pourra faire. Qu'est-ce qui se passe dans ce réseau de lecture? On a le langage oral avec la production, ça monte dans le cortex moteur. Donc, ça, c'est la fameuse zone Broca, production de la parole où se trouve aussi la syntaxe, la grammaire, etc. Et je schématise pour simplifier, et les zones de compréhension. Ça, c'est le langage oral. Et qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté une interface visuelle, orthographique, qui va se spécialiser au cours de la lecture et qui permet cette automatisation.
Ça, c'est le réseau de la lecture et il y a des milliers d'études en IRM fonctionnel qui l'ont répliqué. Et ça permet de valider en fait ce qu'on savait dans les sciences de l'éducation, à savoir le langage oral est un précurseur, un déterminant avant la lecture. Et il faut créer le lien entre un monde visuel qui est inventé et le langage oral qui est préexistant. Et on sait donc du coup qu'il y a au moins les deux composantes qui sont cruciales et qui vont déterminer l'apprentissage de la lecture. C'est schématisé donc de nouveau ici. Dans ce schéma, on a la vision, on a les chaînes des lettres, on passe d'une lecture sérielle à une lecture parallèle et on va solliciter toute cette chaîne qui existe déjà de la parole. Donc, ça, je vous ai présenté et je vous ai dit aussi, c'est universel. Donc ça, c'est une autre étude où c'est assez élégant. Donc, on fait à des sujets à la fois lire des mots et entendre les mêmes mots. Donc, écouter les mêmes mots uniquement dans la voix à la parole, d'accord, et lire les mêmes mots. Il faut simuler. Et donc, vous voyez ici les zones du cerveau qui sont activées, quel que soit le mode d'entrée. Quand on entend des mots et on lit des mots, c'est des zones en rose. Et c'est les zones en rose qui recouvrent, bien évidemment, le langage oral. C'est-à-dire, quand on lit des mots, on active les mêmes zones qui sont activées lorsqu'on entend des mots. Et en bleu, vous voyez, la chose qui est spécifique à la lecture, c'est le traitement visuel, qui est spécifique à la lecture, qui n'est pas activé lorsqu'on entend des mots. Et ça, c'est vrai, je vous ai dit aussi, dans toutes les langues. Donc, pas la peine de se dire « Ah non, mais les Chinois, ils lisent différemment ou les Hébreux lisent… » Tout le monde, pour tout le monde. Et ce qui est à faire, c'est créer cette autoroute du cortex visuel, du traitement de lettres vers le langage oral. Et c'est vrai pour tout le monde. Donc, un Chinois, il ne va pas accéder plus directement au sens qu'un Français ou qu'un Anglais. Les différences, sont dans les détails, ils ne sont pas dans les mécanismes fondamentaux. Donc, si on revient donc il y a un micro qui est activé. On entend des… Si on revient sur comment on a établi cette autoroute, d'accord, c'est ça que vous devrez réaliser au cours du CP, du CE1. Donc, ça fonctionne de la façon suivante. Donc, on a besoin d'un enseignement explicite du principe alphabétique. Donc, un enfant ne découvre pas ça tout seul, ce qu'on vient de dire. Et du principe alphabétique, les principes alphabétiques reposent sur le fait que, là c'est ce que j'ai mis en anglais, reading is speech written down. Ça veut dire que le système d'écriture alphabétique, donc le système d'écriture, cette invention, est un code pour la parole sonore, la phonologie. On code avec les lettres les sons de la parole. On ne code pas le sens. C'était vrai dans les hiéroglyphes en Égypte, mais depuis, ce n'est plus vrai et ce n'est plus vrai dans aucun système d'écriture moderne. Même le chinois, on ne code pas le sens du cheval, les caractères ne ressemblent plus à des chevaux. Il code des morphèmes et des syllabes, des unités sémantiques et phonologiques. Et donc, c'est un code inventé pour représenter la parole. Et ça, c'est le principe alphabétique et ce n'est pas facile à comprendre. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut se dire, parce que pour nous, ça semble tellement trivial parce qu'on est devenus des experts, mais ça ne l'est pas et on le sait parce que les illettrés adultes, lorsqu'on leur dit écoutez, vous avez le mot sport, vous enlevez le premier son de ce mot et vous me dites la suite, donc vous devrez dire porc, eh ben, ils ne vont pas le faire parce que cette capacité de segmenter la parole, de comprendre qu'en dessous du mot, il y a quelque chose, c'est les sons de la parole, ils peuvent être codés par autre chose, c'est pas naturel. C'est naturel au niveau des rimes et peut-être au niveau de la syllabe, mais c'est pas naturel au niveau des phonèmes. Donc, ça nécessite un enseignement explicite et une compréhension. D'abord, une compréhension, qu'est-ce que c'est le principe alphabétique? Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Donc, on parlera dans la deuxième partie. C'est fondamental. Toutes les analyses montrent que ça reste un prédicteur extrêmement puissant depuis la maternelle, avant la lecture et au cours
de l'école primaire. Un enfant qui rate cette étape va rater l'automatisation. La deuxième chose, donc, c'est l'enseignement explicite du code alphabétique, puisque donc c'est un code, comme un informaticien, il faut le décoder, il faut le présenter, il faut avoir les ingrédients, c'est ce que je viens de dire, donc il faut avoir les phonèmes, il faut comprendre qu'à ces phonèmes correspondent non pas seulement des lettres, parce que c'est plus complexe en français, mais des graphèmes, donc des groupes de lettres ou des lettres individuelles qui codent ces phonèmes. Il faut comprendre qu'il y a des exceptions, donc il faut apprendre la systématicité et pas le désordre. Il faut s'appuyer sur la régularité et pas sur l'irrégularité. Donc, on parlera de la notion qu'il faut respecter une progression dans la présentation des graphèmes phonèmes, qui peut être facilitée par l'utilisation des manuels ou un contenu bien structuré, bien réfléchi, pour éviter les problèmes d'apprentissage des élèves. Et par la suite, il y a de l'automatisation, c'est-à-dire il ne suffit pas qu'un enfant comprend le principe alphabétique et on lui présente une fois le code, on lui dit que voilà, c'est B et ça correspond à B, etc. Il faut l'automatiser et l'automatisation passe par l'auto-apprentissage. Donc, c'est les deux choses qui sont importantes, c'est-à-dire il faut créer les opportunités de lecture au départ supervisées et par la suite automatisées et non supervisé parce que vous ne pouvez pas le faire pour chaque élève de cette façon. On a parlé de ça, mais j'aime bien insister parce qu'on va un peu plus loin. Donc, une fois on a appris à décoder et accéder à des sens de mots individuels, c'est évidemment pas fini. On le voit tout de suite quand on prend un petit texte, hein, comme celui-là. Léo est coincé dans un bouchon, il est très inquiet et se demande ce que son patron va encore dire et peut-être même faire. Donc, vous voyez, dans un texte aussi simple que ça, dans une phrase aussi simple comme ça, il y a énormément de compétences qui sont nécessaires pour la compréhension de ce texte. Et il s'agit évidemment de ça, parce que décoder des mots seuls, sans comprendre après leur sens dans une phrase, ça n'a pas beaucoup, ça ne va pas très loin. Donc, pour comprendre une phrase, évidemment, il faut d'abord reconnaître tous les mots, hein, identifier des mots de façon correcte. Donc, quelqu'un qui décode, donc qui n'arrive pas à correctement lire le mot Léo et à la place va lire Léa, il ne va pas comprendre la reprise du pronom il dans la phrase suivante et la suite n'aura pas de sens. Après, il faut accéder au sens du mot. Et les mots peuvent avoir des sens différents. Donc, bouchon ici, ce n'est pas le sens littéral du mot bouchon, mais le sens figuré. Donc, il faut avoir un vocabulaire et savoir que les mots peuvent avoir, par exemple, plusieurs sens. Quelqu'un qui n'aura pas cette connaissance-là ne comprendra pas la phrase. Puis, il faut avoir des connaissances du monde pour savoir ce qui arrive à ce pauvre Léo. Pourquoi il est inquiet? C'est les connaissances du monde. Nous, vous et moi, grâce à nos connaissances du monde, aux inférences, on va tout de suite comprendre que Léo est sans doute sur le chemin de son travail, il est dans sa voiture ou dans un bus, il est coincé dans un embouteillage. Tout ça, c'est des connaissances du monde, les inférences qui nous permettent de faire cette inférence-là. Le simple mot encore veut dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive à Léo. Et cette fois-ci, c'est le peut-être même faire, et cette fois-ci, ça peut avoir des conséquences importantes pour son travail. Donc, vous voyez, toute cette panoplie de choses qui se passent dans quelques millisecondes dans la tête d'un lecteur. Et donc, pour la compréhension de texte, je vous ai présenté, et on va plus loin aujourd'hui avec ce modèle, un modèle simple qui met en valeur les deux composantes dont je viens de vous parler. Donc, c'est à la fois la compréhension orale, hein, c'est-à-dire le langage oral, ce qu'on venait de voir aussi dans l'imagerie cérébrale, et derrière, qu'est-ce qui se cache derrière la compréhension orale est une des fonctions indépendantes. Derrière, il y a des facteurs comme le vocabulaire.
connaître le mot bouchant dans les deux sens, les compétences grammaticales, les pronoms, la mémoire de travail, les connaissances du monde et les capacités d'inférence. Et ces capacités sont vraies que ce soit dans la lecture et que ce soit dans le langage oral. C'est indépendant de la modalité. Un enfant qui a des difficultés en compréhension orale aura les mêmes difficultés dans la lecture. Et cette capacité se travaille aussi bien à l'oral qu'à la lecture. Et la deuxième composante, c'est la reconnaissance des mots écrits, donc l'identification, l'automatisation de ces… Et ça repose sur un tas de compétences dont on va parler aujourd'hui, qui expliquent en partie les difficultés. Donc, les capacités visuelles, attentionnelles, les habiletés phonologiques, les connaissances des lettres, le décodage. Donc, on va en revenir sur au moins 3 de ceux. Et donc, vous voyez, en fait, pour aller déjà, pour anticiper la deuxième partie, chacune de ces compétences nécessaires à un des grands domaines, potentiellement, peut produire des difficultés de lecture puisque c'est un modèle causal. Et le modèle, il est assez simple parce qu'il propose un produit multiplicatif entre ces deux compétences. Et derrière se cache donc du coup, puisque c'est un produit multiplicatif, quelque chose d'assez important à comprendre qui réduit parfois un peu la complexité qu'on peut trouver. Ça veut dire que quand c'est multiplicatif, lorsque un des deux facteurs, une des deux composantes va vers zéro, le produit est zéro. Ça veut dire qu'un enfant qui ne reconnaît pas les mots, pour des raisons qui peuvent avoir un lien avec les capacités visuelles ou phonologiques, ou parce qu'il n'a jamais appris à décoder, ou autre, mais quelqu'un qui n'arrive pas à créer cette étape, malgré une compréhension orale, aurait comme produit une compréhension de texte absente. Et ça c'est le cas des enfants dyslexiques, on en parlera tout à l'heure. Le deuxième cas de figure est vrai aussi. On peut apprendre à un enfant à connaître les lettres, à décoder, et même avoir l'impression qu'il arrive bien, lorsqu'il ne comprend pas, lorsque la compréhension orale est affaiblie par des choses comme un vocabulaire appauvri ou un langage qui n'est pas maîtrisé, le produit également est zéro. Et c'est quelque chose qu'on observe souvent plus tard au cours de l'école primaire. Donc, ce modèle, il a été validé par énormément d'études et je vous ai dit la dernière fois que lorsqu'on arrive à bien estimer ces deux composantes avec des tests, avec des mesures, on peut expliquer jusqu'à 95% des variations des scores de compréhension des élèves. Donc, si j'arrive à bien estimer ces différentes composantes, on peut prédire à 95% un élève qui va progresser, stagner ou être en échec. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'attendre la fin d'école primaire pour se dire « Ah, tiens, on a 40% qui ne comprennent pas un texte » parce qu'on peut anticiper. Et on peut à la fois anticiper, on peut intervenir sur ces différentes composantes qui sont tous causales. C'est ça qui est important à comprendre. Ils ne sont pas juste associés, ce sont des mécanismes qui ont des effets, ce qu'on appelle des causes à effet, c'est-à-dire qui sont des véritables causes. Lorsqu'on ne maîtrise pas le décodage, on ne pourra pas jamais automatiser. Et juste pour dire, quand j'ai dit on arrive à estimer ces effets, dans ces recherches, c'est fait avec beaucoup de tests. Et c'est pour ça la qualité de la prédiction, elle est très bonne. Donc, le langage oral, par exemple, est estimé par des tests de vocabulaire, de grammaire, de mémoire, etc. Et la compréhension orale par d'autres tests, ça c'est des tests, et le décodage par 2 tests. Donc, si on arrive à bien, parce que vous pouvez avoir plusieurs tests, parce qu'un seul test, avec un enfant, s'il est fatigué un jour, les performances dans le test vont être influencées, ils ne vont pas refléter sa performance réelle. Donc, si on fait 2 tests, on a une mesure plus précise. Donc, tout ça pour vous dire pourquoi on arrive à estimer
avec une telle précision les performances. Donc, je voulais vous parler très rapidement parce que ça concerne vraiment cette étape cruciale initiale de ces trois mécanismes. Donc, lettre, décodage pour accéder, pour automatiser la lecture. Donc, ça, on en avait déjà parlé. Je veux juste le rappeler parce que c'est sur ça qu'on va pouvoir travailler par la suite. Donc, encore une fois, le lexique phonologique est en place avant la lecture. Les enfants commencent à apprendre les lettres à l'école, c'est explicite, c'est nécessaire. Ils vont apprendre à associer des lettres, des graphèmes, à des phonèmes. Et c'est un apprentissage linéaire, il est explicite, il est supervisé, il doit être supervisé, systématique. Donc ça, il n'y a pas photo. Une fois les règles élémentaires sont établies, on passe au décodage. L'enfant qui maîtrise un ensemble de règles, ce qu'on appelle donc du décodage, va pouvoir récupérer la forme phonologique du mot et donc avec son sens dans le lexique phonologique. Il va pouvoir créer une entrée orthographique. Donc, il va commencer à mettre des choses en place pour automatiser. C'est-à-dire, quand il va avoir un mot tard pour la première fois, parce qu'il a entendu mais il n'a jamais vu, il va appliquer les règles graphème-phonème, trouver une séquence de phonèmes qui correspond à peu près à tard ou pas. Si c'est très mal acquis ou s'il a des difficultés avec les phonèmes, il ne trouvera pas. Il va regarder son lexique phonologique, il va trouver un gagnant, espérant que c'est le mot tard, espérant que le mot tard colle avec le contexte de la présentation à l'école, avec une image, avec une histoire, avec une phrase, un truc qui est bien fait, et à ce moment, le contexte va aider. Et à ce moment-là, il trouve dans le lexique phonologique tard, même si éventuellement la séquence de phonèmes n'était pas aussi bien définie. Une fois il a trouvé ça, il va créer une représentation orthographique de ce qui est encore sur la rétine, l'image visuelle orthographique qui est sur la rétine. Et la répétition de ce processus va permettre à l'enfant de stabiliser. Et l'auto-apprentissage est tout simplement le fait que chaque mot qu'on décode, qu'on déchiffre ainsi, donc chaque fois on retrouve un mot dans le lexique phonologique qui correspond à un sens, qui correspond au contexte de ce qu'on fait, il va servir sans superviseur, sans un maître interne. C'est le fait que je comprends ce que je lis dans ce contexte-là. Ça sert comme un feedback, donc un retour correcteur, ça s'appelle, donc un signal de correction à ce réseau. Donc, on va, avec la sortie de mon système, renforcer toutes les connexions du cerveau, donc ces petits neurones qui connectent les zones orthographiques avec le langage oral. Tout ça, ça va être renforcé. Et c'est ça qui crée l'autoroute dans le cerveau. Il n'y a rien d'autre qui crée l'autoroute, c'est-à-dire l'enseignement explicite et après l'auto-apprentissage qui va renforcer les connexions. Et au bout de cet apprentissage-là, lorsque l'enfant va voir tard, tard va sauter aux yeux avec tout ce processus associé. Et je vous ai dit que c'est un mécanisme extrêmement puissant parce que si vous arrivez à faire lire à un enfant un livre comme Harry Potter, vous avez 77 000 mots, ça veut dire concrètement, c'est 77 000 événements auto-apprentissage supervisés, mais pas par vous, supervisés par le sens de ce que lit l'enfant et le contexte. Et c'est ça, il faut arriver à tout prix à ça. Et les outils qu'on utilise servent uniquement à ce but-là, rentrer l'enfant dans le cercle vertueux d'auto-apprentissage. Et ça explique une partie du problème des enfants qui sont en difficulté et qui c'est mécanique. C'est un enfant dyslexique, mais aussi un mauvais lecteur, lit tout simplement en un an ce qu'un bon lecteur lit en 2 jours. Et si vous prenez ça, il y a une partie mécanique qui est, quelle que soit l'origine de cette chose, parce qu'il n'a pas de livre, parce qu'il n'arrive pas à le décodage, parce qu'il a peut-être des déficits, peut-être il a des déficits en tellement de domaines, il comprend pas parce que son profil cognitif lui permet pas.
accéder à toute cette richesse. Mais les conséquences sont les mêmes, c'est-à-dire il ne va pas le faire, et puisqu'il ne va pas le faire, il ne maîtrisera pas les bases. Et lorsqu'il ne maîtrise pas les bases, vous avez comme résultat déjà, voilà, vous avez des bons en 2 jours, et ils ont cette autoroute qui se fait tout seul, et les autres ne le feront pas. Donc, en résumé, pourquoi c'est tellement important décodage et auto-apprentissage, et toutes les mesures éducatives sur la première année doivent viser cette cible-là, c'est parce que c'est un outil extrêmement puissant, parce que l'apprentissage explicite d'un petit ensemble de correspondances graphème-phonème permet à l'enfant de décoder de plus en plus de mots jamais vus auparavant. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on les connaît. Eh bien, eux, non. C'est comme si vous présentez du chinois, mais à partir du moment où ils réussissent, eh ben, ils acquièrent ce statut-là. Donc, on peut résumer cette approche par nombre minimal de règles, pouvoir génératif maximal. Et donc, l'apprentissage explicite avec un enseignant devient implicite avec un enseignant intégré qui est le contexte, le sens et le plaisir. Et apprendre par cœur, visuellement, à part un petit nombre de mots très irréguliers ou des mots de fonction ou des mots nécessaires pour lesquels on n'a pas, pour lesquels le décodage peut être peut mener sur une mauvaise piste. Donc ça, c'est bien, mais pour le reste des mots, 50 000 mots par an, visuellement, c'est tout simplement pas possible. Ce n'est pas une option. Ça, je vous l'ai dit aussi. Si c'était le cas, c'est comme apprendre un annuaire téléphonique. Si les lettres étaient comme des chiffres, des séquences de lettres, donc qui représentent des mots, comme des séquences de chiffres, où chaque chiffre doit être rappelé dans le bon ordre. Ça sera comme apprendre un annuaire téléphonique, parce que les lettres sont en absence. Si on ne comprend pas le lien vers le langage oral et la systématicité, c'est comme un annuaire téléphonique. Et c'est tout simplement pas possible. C'est tout simplement pas une option. Donc, c'est bien pour quelques mots, c'est bien pour quelques mots de fonction, hein, les mots outils, c'est bien pour EST, il est, très bien, et vous voyez, même dans ces cas-là, c'est toujours partiellement décodable. Le lien vers le langage oral, évidemment, joue. Et je vous ai présenté, je ne vais pas insister, la preuve ultime, c'est les différences interlangues qui montrent bien que dans les systèmes d'écriture où il y a une forte irrégularité, où ce lien est plus difficile à apprendre, comme en anglais, hein, il y a plus d'irrégularité, et en français, il y a plus d'irrégularité, on met plus de temps, et on fait plus de fautes à la fin du CP. C'est cette statistique-là, c'est le nombre de fautes que les enfants font en lecture à la fin du CP. Et vous voyez, en anglais, en français, c'est juste plus dur parce que c'est plus irrégulier. Et on met aussi plus de temps à lire des mots parce que c'est plus irrégulier. Donc, ça montre que ce n'est pas un apprentissage visuel. Si c'était visuel, ça devrait être pareil pour tout le monde, aucune différence. C'est un apprentissage graphophonologique. Le lien entre l'orthographe et la phonologie, et plus c'est irrégulier, plus on met de temps. Et c'est tout simplement comme ça, il faut l'accepter. Mais une fois on l'accepte, ça veut dire que les enseignants doivent être plus astucieux et plus systématiques, donc mieux formés à réaliser ce défi dans certaines langues. Donc en français, c'est le cas. Et en anglais, c'est le cas. Donc, et il faut aussi accepter le fait que ça prend plus de temps. Donc, ça prend plus de temps qu'en italien, qu'en espagnol, comme en allemand. Et il faut faire plus d'efforts. Il faut aussi plus de temps. Et donc, ça, je vous ai présenté aussi. Quand on fait la décomposition du temps scolaire et on arrive à 20 heures sur une année de CP où un enfant est engagé dans le code, c'est-à-dire dans des activités de décodage, et on fait le calcul de ce que ça représente, c'est tout simplement pas assez compte tenu du fait que le système orthographique est complexe. Et c'est pas assez, tout simplement. Donc, mathématiquement, quand on regarde le nombre de correspondances à apprendre, à maîtriser, à répéter, donc là, c'est pareil, c'est mathématique. Donc après, on peut envoyer la balle
toujours aux autres et se dire c'est la faute à plein de mécanismes. Si le temps n'y est pas, on ne peut pas aller, on peut pas s'attendre à ce que à la fin du primaire, tout le monde lit parfaitement et comprend parfaitement. Donc, maintenant, je veux aller plus loin, parce que ça, on avait parlé un peu la dernière fois, et voir un peu avec vous quels sont les déficits dans ces domaines, et si oui, comment le savoir. Donc, Annès, oui. est-ce qu'on peut t'interrompre il y a quatre questions, là, 3 questions. Tu nous avais demandé de t'interrompre. Oui, parfait. Si besoin. Fabienne, tu veux que je les formule les questions? On commence par la première, dans l'ordre. Donc, que pensez-vous de la 3e valeur ajoutée par Guagou et qui concerne la dimension spécifique relative à la compréhension de l'écrit? À la compréhension de l'écrit. C'est vraiment de ce qu'on parle. Hein. C'est la compréhension de texte. C'est la compréhension de l'écrit qui repose vraiment sur ces 2 composantes. Donc, et même les études de Guagou le montrent très bien. Mais on peut aussi, effectivement, on peut travailler, si c'est ça le sens de la question, on peut travailler aussi directement la compréhension de l'écrit qui repose sur les 2. Donc, c'est pas exclusif, mais en termes d'ingrédients importants causal, il faut juste bien comprendre qu'il y a 2 composantes qu'on peut travailler indépendamment. Et quand on travaille la lecture de texte, on les travaille aussi. On travaille aussi le vocabulaire, parce que c'est extrêmement puissant comme fonction. Mais on peut travailler en école maternelle la compréhension orale bien avant le début de la lecture. Et quand l'enfant arrive à la lecture, eh ben, il a un très bon niveau, et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est un des leviers, une des raisons pour laquelle maintenant l'école maternelle est obligatoire en France pour réduire ces inégalités au niveau du langage oral, qui sont un des facteurs énormes de difficulté. Bonjour Joannès. Pardon, désolée. Voilà. On a une nouvelle question. Comment faire la part entre difficultés de lecture inhérentes à l'apprentissage et les troubles 10? Oui, on en parlera cet après-midi. Donc, pas cet après-midi, mais tout à l'heure. Donc, on parlera beaucoup de ces 2 facteurs. L'enjeu effectivement de l'intervention de Johannes. Et il y avait aussi une question, la 3e, là. Qu'en est-il de l'encodage des mots dans l'apprentissage? Donc, oui, je parle beaucoup de décodage, mais l'encodage c'est extrêmement important, c'est le revers de la médaille. Donc, les 2 sont un tandem. Hein. Donc, le décodage et l'encodage jouent ensemble, et tous les processus de lecture sont identiques en fait au processus d'écriture. Donc les 2, je simplifie, puisque là je ne peux pas vous présenter tout, mais les 2 sont extrêmement complémentaires. Et sur la réalité de terrain, donc je parlerai aussi sur les choses à faire. La production écrite, elle est extrêmement importante. C'est un levier important. Oui, là, il y a Francis Guilhem, donc, tu peux prendre la parole, Francis, hein, si tu veux, là, et formuler la question à l'oral. Oui, pas de souci. C'était par rapport à la question du temps qui avait été soulevée. C'était juste parce qu'il me semblait que dans l'enquête lire-écrire qui avait été menée, il me semble, de ce que j'avais compris, que justement, elle montrait que le temps dédié au code était important, voire majoritaire, et que l'étude concluait sur le fait qu'il fallait peut-être plus axer sur les activités de compréhension et pas forcément de code, sans les mettre de côté, bien sûr, hein, mais voilà, c'était par rapport à cette question du temps.
Dans cette étude-là, donc la conclusion de Prune-Suchaud dans l'article, c'est vraiment qu'il ne suffit pas, d'ailleurs par la suite, il a mis en place un programme qui dans les zones défavorisées, a augmenté le temps effectif. C'est vraiment cette notion de temps effectif qu'on sous-estime ou on surestime. En fait. On surestime, mais quand on regarde vraiment ce que fait l'élève, donc là, ils sont enregistrés, ce que fait l'élève, c'est une source à prendre en compte. Oui, merci, Johannes. D'autres questions là avant de poursuivre? Bon, on va te laisser poursuivre alors. Merci. Donc, on passe maintenant sur les déficits. En fait, les déficits dans les différents domaines et ça va de plus en plus être appliqué. On va voir aussi la différence entre comment on fait la part entre vraiment des problèmes spécifiques un peu dyslexiques. Est-ce qu'il y a différentes choses à faire ou pas? Quel est le rôle d'un diagnostic? Et donc, on reste encore un tout petit peu dans la recherche fondamentale parce que c'est la première partie pour vous montrer un peu comment on mesure quel est le portrait d'une certaine façon de ces composantes. Donc, si on reprend notre petit schéma, nous on aime bien les schémas, on peut étudier effectivement les ingrédients. Ça, vous n'allez pas le faire en classe, mais juste pour vous montrer à quel point ça peut être des sources de difficultés. Donc, c'est évident, lorsqu'on a des déficits visuels ou des déficits au niveau de la codage de la position des lettres, autrement dit, si les enfants renversent la position des lettres, ça a des conséquences négatives sur le traitement des lettres. Ou ce qui est beaucoup discuté en France sous le nom de déficit de l'empan visio-attentionnel, qui veut dire que cette capacité à traiter des chaînes de lettres en parallèle, d'avoir un empan visio-attentionnel assez large pour intégrer plusieurs lettres ensemble, tous ces déficits discutés ont une répercussion directement sur le traitement parallèle des lettres. Et dans les laboratoires, quand nous, on fait des recherches, mais d'une certaine façon, ça, vous le voyez aussi, par exemple, avec une des épreuves dans les évaluations nationales où il faut comparer des chaînes de lettres qui, là, ne sont pas prononçables parce qu'en recherche, on essaye toujours de déconfondre des choses. Donc là, si on s'intéresse aux chaînes de lettres, on ne veut pas tester en même temps la capacité de les mettre ensemble en phonologie, en sonore. Donc là, par exemple, il y a encore un micro. Oui, très bien. Et il y a donc, par exemple, ici, donc les chaînes de lettres non prononçables, on les flash sur un écran à 150 millisecondes et on donne la position et l'enfant doit simplement rappeler quelle était la bonne lettre. Donc là, on regarde quelle est la capacité de traiter des lettres en parallèle. Pourquoi parallèle? Parce que 150 millisecondes, ça va vite et il faut les saisir d'un seul coup. Et évidemment, vous serez peut-être d'accord pour dire que c'est quand même une capacité. Quelqu'un qui a des difficultés à faire ça, il aura probablement des difficultés à lire. Et dans une étude qu'on a menée avec là, 10, ça veut dire dyslexique, et CA, ça veut dire des contrôles du même âge chronologique. Les points sont des enfants, bleu, c'est des enfants contrôle, et leur moyenne était indiquée par mine, par cette ligne-là, et vous avez un écart type, c'est une mesure au niveau de la distribution normale, un écart type de la distribution, dans lequel se trouve souvent en dessous d'un écart type, on dit que c'est fragile, c'est une compétence qui est fragile. Vous voyez que les enfants en difficulté de lecture, dans les 3 pays qu'on a testés, il y a un certain nombre qui ont des difficultés. Ce n'est pas important, mais là, regardez, et ça, c'est important pour le terrain. Pour un chercheur, il va dire oh, le déficit est quand même faible, pas très important. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont en dessous d'un écart type. Et bien qu'il y ait une différence significative, mais sur le terrain, ça veut dire quelque chose. Là, vous avez 3 gamins qui sont quand même extrêmement en dessous
de la moyenne ici des contrôles. Si ça, c'est un écart-type, 2 écarts-types, 3 écarts-types, 4 écarts-types, c'est-à-dire il y a au moins 3 dans ce groupe où le traitement des chaînes de lettres ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire là, potentiellement, c'est des enfants qui ont un très bon vocabulaire et autre chose. Et par contre, quand vous l'observez en classe, vous faites lire des textes, vous ne pouvez pas savoir. Vous voyez juste, ah ben tiens, il ne comprend pas ce qu'il lit. Et donc là, c'est un petit puzzle de comprendre où se trouve le déficit d'un enfant et comment on peut l'aider. Et c'est pour ça, c'est important, on va revenir aussi pas mal, c'est pour ça que les évaluations nationales ont pris en compte cette dimension-là, être guidé parce que sur ces déficits très spécifiques, il vaut mieux prévenir parce que quand on attend trop tard, ben, tout ce qu'on voit, c'est qu'un enfant n'automatise pas et ne comprend pas. Et on n'est plus en mesure de savoir mais pourquoi, et on a surtout raté beaucoup de temps à faire des choses. Donc, c'est un déficit qu'on trouve dans différents systèmes d'écriture. Donc, là, dans cette étude, on a regardé français, anglais, italien. Ça veut dire là, les enfants, on a mis dyslexiques, mais ce n'est pas des gros dyslexiques hein, qui sont dans les centres de référence. C'est des enfants dans les écoles qui lisent 1 an et demi en dessous des autres. Hein. Donc, c'est quand même, c'est ce que vous voyez, vous, dans les classes avec les très, très faibles lecteurs. Un autre exemple pour vous dire à quel point ça peut être traître, parce que nous, comme on lit bien et tout est automatisé, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Si on fait ce petit exercice, vous essayez de voir ce point au milieu, donc le point de fixation, sans bouger les yeux. Et là, vous allez voir dans votre périphérie, sans bouger les yeux, que le R à droite est bien visible et le R à gauche, vous ne le voyez pas parce qu'il est entouré d'autres lettres. Donc ici. Donc, si vous ne bougez pas les yeux, en périphérie, hein, en vision périphérique, vous voyez que le R ici, il est flouté par la présence des autres lettres et le R à droite, il est clair. Ça s'appelle l'encombrement perceptif. C'est un phénomène que tout le monde a. Vous et moi, tout le monde a ce phénomène. Mais il y a des différences interindividuelles. Et surtout, c'est avec l'apprentissage de la lecture et l'exercice de la lecture. C'est le fait qu'on lit beaucoup, qu'on maîtrise de mieux en mieux ce phénomène qui est assez embêtant. C'est-à-dire les lettres qui sont entourées d'autres lettres se masquent. Bon, bête, hein. C'est si maintenant, parce que la lecture est faite de lettres qui est entourée d'autres lettres. Et c'est un phénomène qui est universel. Donc, vous faites maintenant le même exercice ici. Vous voyez le point de fixation, vous ne bougez pas les yeux. Le C à droite devrait être visible et le C à gauche est toujours masqué. Donc, si vous ne bougez pas les yeux. Donc, bien que la distance du C par rapport au point de fixation est identique dans les deux exemples, on a espacé des lettres et le C ici devient plus visible. Donc, ça s'appelle l'encombrement perceptif. Il y a des différences interindividuelles importantes et il y a des enfants qui souffrent plus que d'autres par ce phénomène. Ça, on a montré, il y a des solutions assez simples qui, là, sur le coup, ce sont des béquilles. Hein. C'est simplement en augmentant l'espacement des lettres et des mots et des lignes, on réduit ce phénomène d'encombrement perceptif. Et pour certains enfants, donc je ne dis pas pour tout le monde, pour certains enfants qui souffrent de ces difficultés au niveau des traitements parallèles des lettres, ça a des effets bénéfiques. Donc ça, on a fait cette étude en anglais et français. Là, vous avez les lettres espacées pour ces enfants-là et là, les lettres normales. Et vous voyez que c'est le taux d'erreur dans la lecture à voix haute. Lorsqu'on lit un effet espacé, les performances, les taux d'erreur se sont réduits de 10 erreurs à la moitié. Donc, c'est un effet bénéfique pour certains enfants qui souffrent de ce type ce type de déficit. Et donc, tout l'exercice pour nous, c'est de savoir mais pour qui ça peut être bénéfique. D'accord ? Là, en bas, c'est des normaux lecteurs. Il y a peu d'effets chez eux. C'est pas très important que ce soit normal ou espacé. Ils sont déjà dans la lecture, c'est déjà maîtrisé ce phénomène, donc pas besoin de s'occuper.
La recherche montre aussi, et vous n'êtes pas des ophtalmologues, donc pour vous, évidemment, c'est pas très important de connaître les détails du système visuel, mais juste pour dire que comme la lecture repose sur à la fois le traitement des lettres et le langage oral, tout ce qui est lié à l'entrée du système peut avoir une part de responsabilité, de cause dans les troubles de la lecture. Donc, comme le fait que dans le système visuel, vous avez la rétine, hein, les informations arrivent là, ils passent par le thalamus où vous avez le corps génué latéral, vous avez des couches de cellules. Donc, il y a des grosses cellules, des petites cellules, ça c'est des couches magnocellulaires, ça c'est des couches parvocellulaires, il y a 6 couches, et après c'est envoyé dans l'arrière du cerveau, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, où se trouve le fameux traitement visuel, le traitement orthographique, etc., contrôle des mouvements oculaires, donc ça c'est derrière dans le cerveau. Donc ça c'est des mécanismes qui sont bien étudiés. Il s'avère donc que les cellules magnocellulaires, il y en a qui sont plus grands, il y a 10% à peu près, ils sont responsables pour le traitement temporel, pour les réponses rapides, pour les faibles contrastes, ils sont sensibles au mouvement, à l'attention focalisée, au mouvement oculaire. Vous voyez un peu les capacités? Elles sont toutes importantes pour la lecture. Le traitement temporel, parce que les choses passent vite. Hein. Les réponses, les faibles contrastes, c'est faible comme contraste le support visuel sensible au mouvement oculaire. Il faut bouger les yeux, il faut l'attention focalisée pour vraiment identifier les lettres dans une chaîne de lettres, etc. Et il s'avère qu'ils sont plus vulnérables à des entre guillemets, insultes environnementales. Ça peut être la pollution, ça peut être des choses même prénatales, si vous voulez, que les petites cellules parvocellulaires qui traitent la couleur, les détails fins, le contraste élevé, et ça vulnérables. Et donc, chez certains dyslexiques, donc ça a été fait post-mortem sur des personnes qui étaient dyslexiques, sur lesquelles après on a par la suite regardé dans le cerveau ces cellules, et on a pu constater dans certains cas, ça a été fait pas énormément, qu'il y a des cellules magnocellulaires anormalement petits ou une structure qui n'était pas bien segmentée, comme c'est le cas ici. Vous voyez, les couches se confondent et les cellules magnocellulaires semblent être plus petites. Donc, des anomalies neurobiologiques. Donc, évidemment, vous n'êtes pas en mesure de le savoir, mais tout simplement, il faut être vigilant à toutes les sources de variabilité possibles, et les déficits visuels en font partie. On verra tout de suite après, est-ce que c'est le même pourcentage que les autres? Non. Donc ça, je vous le dis tout de suite, mais néanmoins, dans une approche de pédagogie différenciée, c'est important parce qu'il suffit que vous en avez un qui n'est pas bien suivi, on perd du temps parce qu'on passe à côté de quelque chose. Un déficit qui est très thématisé, que vous connaissez tous, on en a beaucoup parlé, c'est le déficit au niveau des phonèmes, qui peut être étudié et qui est étudié par le nom de conscience phonologique. Donc, enlever le premier phonème de sport et on dit port. Donc c'est cette capacité nécessaire de segmenter la parole en unités plus petites pour pouvoir les associer aux lettres. Je vous ai montré le modèle causal avant, pourquoi c'est important, et je vous ai dit qu'on ne peut pas faire sans, parce qu'on ne peut pas apprendre 50 000 mots par an simplement visuellement, ça ne fonctionne pas. Donc il faut que ça passe au moins initialement par ce mécanisme de décodage. Et pour ça, il faut avoir les phonèmes en bon ordre et en bonne place et en bonne qualité. Et juste pour vous dire, c'est le seul moment dans la vie où il le faut. Ça aussi, parce que dans la parole, dans la compréhension de la parole, ce n'est pas nécessaire d'avoir les bons phonèmes et en bonne qualité, parce qu'on a le contexte, on parle avec des accents et on se comprend. On parle dans le bruit où les informations sont extrêmement dégradées et on comprend néanmoins un message parce qu'il y a le contexte. On peut mal prononcer un phonème systématiquement. Je prends la palle et je marque un but,
vous comprenez immédiatement que je parle de foot et que je voulais sans doute dire balle, ça pose aucun problème. Mais dans l'école, sur cette capacité charnière à mettre en lien les graphèmes avec les phonèmes, il le faut en bonne qualité. Et là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas le contexte. Si une fois vous entendez be et une fois peu pour la même lettre, l'apprentissage est catastrophique et ne stabilise pas. Et donc ça, c'est un problème, et c'est un problème causal. C'est ça qui est important, parce que maintenant on comprend l'apprentissage de la lecture comme on comprend un moteur. On sait que lorsque vous ne l'avez pas, eh ben, ça posera un problème. Et c'est pour ça, en école maternelle, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement bien travaillé. Il y a un des problèmes, c'est que ça fait partie des capacités langagées, donc qui sont un peu la suite des choses, et on retrouve encore une fois des différences interindividuelles qui peuvent être liées aussi à des différences socio-économiques avec une exposition au langage oral dans la langue qui est la langue de l'école, moins élaborée, moins sophistiquée. Les discriminations, donc déficit discriminant phonémique, vous pouvez le mesurer de différentes façons. Il y a aussi la mémoire phonologique, donc pouvoir répéter les phonèmes dans le bon ordre, qui évidemment joue aussi, parce que si vous n'êtes pas capable de mémoriser les 4 phonèmes dans le bon ordre, ça posera aussi un problème. Donc, si on regarde là, avec la même étude, là, on a pris un exemple, détection de phonèmes dans le bruit, le voisement, le lieu d'articulation, donc aba, apa, aba, ava, aba, ada. On met un peu de bruit autour, on demande juste aux enfants qu'est-ce que tu as entendu, clic, c'est un aba ou c'est un apa, des tâches extrêmement simples. Vous voyez les enfants les enfants dyslexiques avec troubles de la lecture ont des capacités inférieures, et notamment, encore une fois, regardez un petit groupe qui est bien au-dessous des autres, et ça posera des problèmes, donc c'est un effet significatif. Et on a montré par simulation qu'est-ce qui se passe quand on apprend, simulation sur un ordinateur, hein. On a imité l'apprentissage de la lecture sur un ordinateur. On s'est dit, mais si sur un nombre de phonèmes, on remplace un phonème par un phonème qui est proche, donc le be par le peu, par exemple, sur un pourcentage de décodage, qu'est-ce qui se passe au niveau des mots que je peux apprendre par décodage, auto-apprentissage? Vous voyez, quand ça arrive, pas très souvent, là, 5%, c'est pas souvent, l'ordinateur récupère. Donc, autrement dit, un enfant, parce que là, on simule des enfants, quand ça arrive très, très faiblement, eh ben 5%, c'est pas grave. Mais lorsque ça augmente, ben, vous voyez, 25%, c'est un quart. Eh ben là, vous apprenez plus que 50% des mots par décodage. Le reste, vous apprenez plus. Et surtout, lorsque ça arrive une fois sur deux, là, il n'y a plus d'apprentissage possible par décodage, auto-apprentissage. Après, ben, vous avez, qu'est-ce qui vous reste comme possibilité? Apprendre par cœur. Et apprendre par cœur, donc, mémoriser l'annuaire téléphonique. Donc, bienvenue dans le monde de ceux qui, après, n'ont pas les phonèmes bien en place, parce qu'il faut passer par là. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. C'est pour ça, dans les interventions proposées et validées par la recherche, il y a vraiment ce focus sur attention au développement phonologique dès la maternelle, parce qu'on veut les avoir au début du CP dans cette capacité. Pas encore qu'ils ont des phonèmes, on accepte que ça arrive avec les lettres. Dès qu'ils arrivent à apprendre les lettres, ça se clarifie, mais il faut qu'ils soient ready, hein, il faut qu'ils soient prêts à déclencher directement. Et là, il y a évidemment des inégalités. Donc, le lexique phonologique, c'est la troisième composante qu'on peut constater dans l'école très facilement, hein. Lexique, ça veut dire, et donc c'est la troisième composante causale, hein, parce que comme je viens de vous dire, on a les phonèmes, et après on ouvre le lexique phonologique et regarde qu'est-ce qui est dedans. S'il n'y a rien dedans, je ne peux pas apprendre, je ne peux pas créer une entrée orthographique et rentrer dans l'auto-apprentissage si je trouve rien dans le lexique phonologique, ou si ce que je trouve est trop loin de la cible, c'est-à-dire une qualité lexicale réduite, ou des mots qui ne sont pas associés à des sens, ou
ou un vocabulaire appauvri, c'est-à-dire il n'y a rien, donc je ne trouve pas d'entrée, ou un accès déficitaire, j'arrive pas à accéder, donc activer ces neurones qui codent la forme phonologique. C'est difficile pour mon système de faire cette connexion, cet accès, cette activation. Ça se mesure très facilement, par exemple, avec la dénomination des objets visuels. Donc là, vous présentez un objet. Par exemple, là, ça se fait souvent avec des dénominations rapides des mêmes 5 objets. Donc, vous avez une table, une balle, une chaise, et vous dites à l'enfant, ben, tu me dis le plus rapidement, il y a 50 planches, 50 de répétitions. Ils vont dire donc, chaise, balle, sofa, chaise, voilà les objets. Et vous mesurez tout simplement le temps qu'il lui faut à le faire. Et là, vous avez des bonnes surprises parce que les enfants dyslexiques, ils ont tous sur un grand nombre, ils ont des difficultés, ils sont ralentis à produire, à accéder aux représentations phonologiques. Ce qui veut dire que soit l'accès est déficitaire, soit la représentation, elle n'est pas assez bien. Sur un truc parce que là, on ne parle pas de sens, on parle en un objet, on doit dire balle. Donc, c'est vraiment l'accès à cette représentation phonologique. Mais c'est très pertinent pour la lecture parce que c'est un mini-modèle pour la lecture. On passe du cortex visuel vers, donc on emprunte l'autoroute, du cortex visuel vers le langage oral. Donc ça, vous le voyez ici. Et là, c'est inversé. Les dyslexiques sont au-dessus parce qu'ils mettent plus de temps. D'accord ? Maintenant, ce n'est pas l'exactitude, c'est le temps qu'il faut pour lire. Et là, vous voyez aussi les différences. Pour vous, ce qui est important, c'est même pas la moyenne, c'est les différences interindividuelles. Là, vous en avez 2. Eh ben, les 2, là, ils mettent carrément le double du temps pour faire quelque chose aussi simple que dénommer des objets. D'accord ? Et là, c'est même pas une question de vocabulaire, c'est pas c'est pas dire le nom des objets extrêmement rares et difficiles, c'est les objets qu'on connaît. Mais ça révèle un déficit au niveau de la forme phonologique lexicale des mots. Donc, c'est un déficit, pareil, significatif. Donc, j'avais fait une étude en 2008 où on a comparé un peu ces différents déficits dans la même étude avec les mêmes enfants. Ici, c'est uniquement français. Et je vous le présente pour vous dire un peu la proportion des déficits qu'on trouve dans une salle de classe avec des enfants en difficulté. Donc là, évidemment, il y en avait beaucoup. Ce n'est pas une seule salle de classe, mais c'est beaucoup d'enfants dans différentes salles de classe. En total, il y avait 24 qu'on a testés avec 24 contrôles. Et ça vous donne les proportions qui sont beaucoup validées par d'autres études. Donc, il y a un consensus aujourd'hui. Au niveau des déficits purement visuels, attentionnels, donc des déficits où on dit il n'arrive pas attention, non, ce n'est pas la concentration qui était mesurée ici. C'est vraiment cette capacité comme dans les tests des cloches, à isoler des objets, avoir cette attention soutenue visuelle. Ce n'est pas non plus l'empont visuel, c'est cette capacité d'avoir une attention soutenue visuelle sur quelque chose qui est non linguistique. Par exemple, vous voyez que ce n'est pas si déficitaire que ça. Il y a des enfants qui sont un peu en dessous des autres, mais ça ne semble pas être le truc le plus discriminatif entre ceux qui lisent bien et ceux qui ont des difficultés de lecture. Le traitement des lettres, déjà un peu plus. Or là, on ne sait pas trop au niveau du traitement des lettres, est-ce que c'est vraiment la cause ou est-ce que c'est la conséquence? Parce que là, on a des enfants de 10 ans, on voit que certains, là, il y en a 4 qui sont à 3 écarts types en dessous, c'est problématique. À l'âge de 10, 11, 12 ans, c'est un problème. Là, on ne sait pas dans ce groupe, est-ce que c'est la conséquence parce qu'ils n'ont pas lu assez, par contre. Mais bon, il y a des études aussi longitudinales avant la lecture qui retrouvent les mêmes patterns. Donc, le traitement des lettres est fondamental et lorsque vous ne le maîtrisez pas dans les premiers mois
du CP, ça a des effets en cascade sur d'autres et ça, c'est le déficit persiste. La discrimination phonémique, comme on l'attendait, et c'est répliqué dans pas mal d'études, comme on l'attendait, c'est très déficitaire chez des enfants avec des troubles de la lecture, d'où la nécessité d'intervenir dans des fenêtres appropriées. Et la dénomination d'image, encore une fois, c'est une autre étude, ce n'est pas celle que je vous ai présentée, c'est une étude indépendante, mais on retrouve les mêmes proportions, un peu plus extrêmes, parce que ici, c'est quand même des enfants plus atteints de dyslexie. Pour la compréhension orale, on peut faire le même exercice. C'est pas trop ma spécialité à moi, mais il y a énormément d'études et d'épreuves. Juste pour dire comment on peut mesurer la compréhension écrite en CP, c'est simple, avec des petits textes qui mesurent au moins les 2 compétences nécessaires, les 2, 3, c'est prélever l'information, faire des interférences et apprécier, interpréter les textes. Et ça peut être des textes extrêmement simples et courts. La petite poule blanche qui est tombée dans la mare, il y a un petit texte et vous avez des types de questions. Quelle est la couleur de la petite poule? C'est le prélèvement de l'information. Il faut avoir lu que c'est la poule blanche. Si vous le ratez, vous ne pouvez pas. Que signifie se précipiter, tomber dans un précipice? Est-ce que c'est aller rapidement? Est-ce que c'est aller lentement? Donc là, c'est le vocabulaire. C'est la richesse du vocabulaire. Et le dernier, quel est le meilleur titre pour cette histoire? Interpréter, apprécier. C'est d'ailleurs les compétences les mal maîtrisées par les élèves français dans les comparaisons internationales de cette capacité à faire des inférences et interpréter des textes. Compréhension orale, c'est assez simple. On peut le faire avec des phrases à l'oral, du type l'éléphant les porte et des images. Les enfants cliquent sur des images et on peut jouer sur toutes les difficultés qu'on peut avoir, comme les pronoms, comme les relations spatiales, les relations morphosyntaxiques, etc. Le cercle est dans l'étoile. Ça pose énormément de problèmes pour des enfants avec des compréhensions orales déficitaires. Où est le cercle? Et donc, il y a des tests. Et encore une fois, dans les évaluations nationales, on parlera tout à l'heure un peu, on a mis ces tests parce qu'ils expliquent une variance indépendante de toute autre chose, de tout autre déficit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est des gamins qui n'ont pas de problème de lettres, qui n'ont pas de problème au niveau des décodages et qui ont des phonèmes à l'endroit où on veut les avoir. Mais quand ils doivent cliquer sur la bonne image du cercle qui est dans l'étoile, ils sont paumés, ils ne savent pas. Le lait, c'est quoi? Vocabulaire, donc là, l'enfant doit trouver le mot trébucher. La qualité de l'image, elle est mauvaise. Et il y a des intrus. Et voilà, donc quelqu'un donc on mesure la capacité de vocabulaire et on trouve que donc on peut mesurer les déficits potentiels de l'enfant. Donc, sur cette étude fin CP de Sprenger-Charol, sur ces capacités qui sont simplement le décodage, la conscience phonémique, la compréhension orale des phrases et le vocabulaire, donc les 4 que je viens de vous présenter, dans une étude fin CP, on peut expliquer à peu près 60% de compréhension de texte par ces 4 composantes, 60%. Donc, ce n'est pas comme dans l'autre étude 95%. Pourquoi ce n'est pas ça? Parce qu'ils ont mesuré juste avec un test par compétence. Donc, du coup, la mesure n'est pas aussi fine et pas aussi sophistiquée. Tout dépend aussi de la capacité après à mesurer à plusieurs reprises
Et là, ce n'est pas non plus les courbes de progression, c'est l'état à un moment donné. Dans l'autre étude, on a mesuré vraiment est-ce qu'un élève a progressé d'un pas à l'autre, c'est plus sophistiqué et donc plus contraignant, si vous voulez. Là, il suffit qu'un élève il s'est mal réveillé, il répond mal, et ben, vous pouvez mesurer ce que vous voulez, vous n'allez pas prédire ce qu'il a fait ce jour-là parce que ce n'est pas représentatif de sa vraie compréhension à l'écrit et ça introduit du bruit, donc on ne peut pas tout expliquer. Mais donc, là, ce que vous retrouvez, c'est 4 capacités expliquent, et ça c'est des pourcentages ici dans les bulles, expliquent de la variance indépendante, unique. Tous ensemble, ils expliquent 60%. Mais ça, les pourcentages ici, c'est l'explication unique, indépendant des autres, c'est-à-dire pure. Donc, j'ai une explication pure du décodage de 16% par rapport à ça. C'est-à-dire, il n'y a que ça qui explique qu'un enfant est bon, un enfant est moins bon. Donc, tout ça, c'est donc du coup des composantes où on voit que être bon ou mauvais sur cette capacité explique pourquoi, par la suite, vous êtes bon ou mauvais en compréhension de texte. C'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Et le pourcentage, c'est la puissance de cette facteur. Et donc, tous les 4 sont hautement significatifs. Les pourcentages vous semblent petits, mais c'est quand même plutôt bien de pouvoir expliquer 60% des variabilités entre quelqu'un bon. Donc, on revient donc du coup aux mêmes variables. Et donc, dans cette étude-là, ils insistent aussi beaucoup, et on parlera aussi tout à l'heure, sur le mythe des bons décodeurs qui sont mauvais compreneurs. Donc, beaucoup d'enseignants constatent que le problème, ce n'est pas le décodage, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et dans cette étude, ils montrent très bien que les bons décodeurs ayant des difficultés de compréhension écrite, donc qui n'arrivent pas à comprendre un texte écrit, hein, c'est des bons décodeurs qui n'arrivent pas à comprendre un texte écrit. Et c'est un phénomène qui, visiblement, plus tard, est beaucoup observé. C'est un constat. Tiens, il décode bien, donc le problème n'est pas là, on a fait notre job, mais il ne comprend pas. Mais ce problème, en absence de difficultés en compréhension orale, est extrêmement exceptionnel. Autrement dit, une fois que vous avez maîtrisé le décodage et vous continuez à ne pas comprendre un texte écrit, eh ben c'est majoritairement dû à une compréhension orale déficitaire. Ceux qui ne comprennent pas, hein, malgré une bonne compréhension orale, c'est des cas extrêmement exceptionnels, donc autour de 1%. Et donc, ça a été fait sur 400 apprentis lecteurs français, 1,5%. Des cas où il y a un bon décodage, ils ne comprennent pas les textes et la compréhension orale est bon. Donc, ça reste des cas exceptionnels. Là, ce sont 150 000 apprentis lecteurs anglophones défavorisés, 1%. Hein. Donc, ça montre que c'est quand même, ces deux composantes sont quand même assez indépendantes. C'est-à-dire, vous maîtrisez la reconnaissance de mots et malgré ça, vous ne comprenez pas un texte, eh ben, vous ne comprenez pas à l'oral. Il n'y a pas photo. Donc, il ne faut pas chercher, il ne faut pas complexifier les choses. C'est-à-dire la même chose, l'éléphant les porte, avec les mêmes images que vous lisez l'éléphant les porte ou vous l'entendez, vous devez cliquer, c'est la même chose. Donc, vous allez avoir des problèmes à cliquer sur la bonne. Voilà, pour la première partie, j'ai fini avant de passer à la deuxième qui est prévenir les difficultés de lecture et y remédier dans le contexte scolaire. Donc ça, c'est la partie plutôt composante. Donc, qu'est-ce que l'apport de la recherche fondamentale sur les mécanismes d'apprentissage de la lecture et les déficits qu'on peut trouver. Et notamment, cette idée, j'ai essayé de vous montrer quels sont les mécanismes causaux, hein, pas associés. Donc, est-ce qu'il vraiment peut expliquer quels sont les facteurs qui, quand c'est déficitaire, qui font que le système ne peut pas se mettre en place.
Merci beaucoup, Johannes, pour cette présentation très précise et vraiment passionnante. Donc là, on a pas mal de questions. Je vais laisser la parole à Fabienne qui va les formuler, mais vous pouvez aussi prendre le micro, les collègues qui ont posé la question, pour expliciter un peu vos questions. Donc, hop, moi, j'éteins. Donc voilà, on a une question à propos de l'étude menée par le docteur Habib il y a 10 ans. Il y a plusieurs collègues qui disent que pour les enfants souffrant de dyslexie familiale lourde, le docteur Habib avait testé des lunettes à prisme. Et ils disent qu'actuellement, Atoll fait la publicité sur ce type de lunettes. Vous êtes au courant ou... Oui, ça revient régulièrement. Donc, voilà, pardon, parce que en fait, je suis en... Il y a un micro. Ça revient régulièrement. Donc là, l'état de la recherche est pas extrêmement clair. Donc déjà, ce que je vous ai montré, au niveau du déficit initial, le déficit visuel n'est pas le plus fréquent. Donc maintenant, pour les enfants qui ont des déficits visuels, donc ce petit groupe de par exemple 3 sur 24 ou dans l'étude de Ramu, c'est 1 sur 24 qui a vraiment des déficits visuels, notamment quand vous avez un stress visuel. C'est-à-dire, c'est des enfants souvent qui se retrouvent aussi dans le parcours de la prise en charge dans le milieu ophtalmologique. C'est-à-dire, c'est très souvent, c'est des gamins qui ont déjà fait le parcours des combattants. Donc, l'école a signalé le problème, les parents ont vu l'orthophoniste, ça n'a pas trop fonctionné. Après, ils ont vu le neuropédiatre, ils sont allés dans un centre de référence. Le centre de référence dit bon, c'est pas très clair. Et finalement, ils se retrouvent sur une piste qui leur semble, par rapport aux observations qui sont faites, prometteuses, donc l'ophtalmologiste. Et donc là, déjà, vous avez un petit groupe qui a quand même des déficits visuels, donc ils sont au bon endroit. Et pour ces enfants-là, qui ont notamment ce qu'on appelle le stress visuel, c'est aussi une autre publication de Franck Ramu, là, les prismes, certains prismes peuvent peut-être soulager du stress visuel parce qu'ils réduisent le contraste. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Donc, on ne peut pas le balayer totalement, mais si c'est pertinent, c'est vraiment pertinent pour un petit groupe d'enfants qui ont des déficits assez spécifiques et qui sont déjà dans la bonne case. C'est-à-dire, c'est déjà, on parlera tout à l'heure, on a fait toute la démarche de réponse à l'intervention qui n'a pas fonctionné et on trouve un soulagement dans cette solution-là. Après, il y a ces discussions actuellement avec ces physiciens de Nancy sur d'autres formes de lunettes qui… là, c'est très débattu. L'étude n'est pas répliquée. Les auteurs ont commencé une commercialisation des lunettes qui coûtent cher, 1 500 €. Et comme l'étude n'est pas répliquée et il y a des doutes sur un certain nombre de facteurs, ils sont passés tout de suite à la commercialisation. Donc, vous voyez, nous, au niveau du Conseil scientifique de l'éducation nationale, on a fait une note de prudence pour dire qu'on ne peut pas dire que c'est positif à 100%, on ne peut pas dire non plus c'est négatif, mais on souhaite qu'il y ait une recherche indépendante, plus solide, plus dans les normes, avec un vrai groupe contrôle échantillonné. Et on regrette un peu cette démarche commerciale de tout de suite passer à la valorisation parce que les parents et les enseignants des enfants qui ont affaire à des enfants dyslexiques sont quand même dans une situation de fragilité énorme et on veut à tout prix pas perdre du temps. Et donc, aller vers ça, or, l'efficacité n'est pas bien étudiée, elle n'est pas bien connue. On parlera aussi de ça tout à l'heure, ce que ça veut dire, connaître l'efficacité de quelque chose. C'est une démarche scientifique. Et de ne pas le savoir, c'est problématique. Parce que pour un enfant, ça peut dire qu'on perd du temps et on fait… Et il y a des… C'est ce qu'ils mettent sur leur site ou dans leur communication. Ils disent, et très souvent, dans ces démarches commerciales,
et on vous fait des témoignages. D'accord, on dit il y a 5 gens qui sont sur le site qui disent ça m'a changé la vie, c'est trop bien, etc. Mais malheureusement, les témoignages, ce n'est pas une procédure scientifique rigoureuse. Donc, tout le monde trouve, peut-être il y a un qui trouve ça bien, mais les autres 20 pour qui ça n'a pas marché, mais qui ont passé une année à aller à Nancy dans le train, ils ne parlent pas. Et donc, du coup, celui pour qui ça marchait, mais ça ne représente du coup pas là, une information fiable. Et ça, on regrette beaucoup qu'on n'a pas cette information-là. Et parfois, ça met du temps. Hein. Ça met du temps. Parfois, c'est des grands organismes comme l'INSERM, etc., qui mettent des équipes sur le dos de quelqu'un, ou avec Paul Attalal sur le traitement temporel des sangs, ils ont allongé la parole parce qu'ils disaient que tous les enfants souffrent de ça. Ça a mis 10-15 ans et finalement, c'est toute une boîte qui a été poursuivie pour Insider Trading parce que quand elle a connu les résultats de cette enquête, elle a vendu ses actions. Donc là, c'est un milieu, c'est pas que c'est pas uniquement l'intérêt de l'enfant qui prime parfois dans ces démarches très rapidement commercialisées. Céline, j'ai vu que tu avais allumé ton micro. Tu voulais… Oui, en fait, je souhaitais compléter la question parce que c'est moi qui l'ai posée, Johannes. En fait, c'était le cas en dehors des histoires commerciales d'Atoll, mais c'est vrai que ça questionne parce que je me demandais le lien entre cette commercialisation et les recherches. À l'époque, cette petite fille était d'un milieu vraiment très favorisé, avec aucun problème cognitif, avec aucun problème de vue à la base, mais elle était suivie par le CERTA du professeur Habib, le centre sur la difficulté scolaire, Oui. un centre global. Et donc, c'était ce centre qui testait ces lunettes à prisme. Et ma question, c'était justement de savoir si la recherche avait publié des choses, parce que là, pour le coup, on n'était pas sur du commercial, on était sur de la recherche. Oui, et oui. c'était une famille qui souffrait, m'avait-il expliqué, de troubles dyslexiques familiales lourds. C'est-à-dire Oui. que de parents en enfants, sur des parents complètement insérés dans une vie professionnelle efficace, ils avaient tous dans la famille, parents et enfants, une grosse dyslexie qui ralentissait énormément l'efficacité du travail en classe. Quoi. Voilà. Mais oui. Non, mais c'est exactement un peu, c'est pour ça que je vous ai alerté sur la distribution des difficultés de cette nature-là, hein, c'est tout à fait possible et là, ils sont dans les bonnes mains parce que déjà dans le CERTA, c'est un bilan, on parlera tout à l'heure, un diagnostic pluridisciplinaire. Donc, toutes les autres pistes sont écartées. Là, il y a une démarche qui est bien. Hein. On essaie, on procède par élimination des causes et lorsque, après, on est dans un domaine, on se dit, mais c'est quand même plutôt l'entrée du système. Les autres cas sont écartés. Donc là, du coup, on est peut-être sur un enfant qui se trouve ici. Hein, peut-être. Donc là, les autres pistes sont écartées. C'est pas le langage oral, les phonèmes sont en place et on ne sait pas trop. Franck Ramu, dans une publication, il a fait une étude sur notamment les déficits de l'emploi visuel, dont certains en France, comme Sylviane Valdois disait, ils étaient aussi importants que les déficits au niveau des phonèmes. Il n'a pas répliqué le l'emploi visuel aussi important, 50%, mais il y a une partie d'enfants, 10%, 15%, mais il y a très peu qui ont des problèmes purement visuels. Et donc, il parle de stress visuel dans cet article. Et donc, il y a des enfants qui ont ce déficit-là et qui peuvent être soulagés par des prismes. Mais vous l'avez vu, vous tous, avec les recherches sur le Covid, c'est qu'à un moment donné, quand on veut aller trop vite et on se dit, on est au-dessus d'une démarche scientifiquement rigoureuse et on se dit, ben nous, mon job, c'est sauver des vies, je m'en fous, je suis convaincu, ça peut aider, donc j'y vais, je fonce. On n'a du coup pas les études scientifiques solides pour dire mais quelle est l'efficacité réelle? Est-ce que ça vaut le coup qu'on le fasse avec tout le monde ou pas? Donc, ça nécessite des protocoles dans la recherche qui sont des protocoles avec groupe contrôle et souvent randomisés, contrôlés, c'est-à-dire vraiment des
des groupes contrôle qui ont une espèce d'effet placebo. Donc, on fait des dyslexiques dans ce cas-là qui soit ont tous des mêmes types de déficits ou tout venant, et on teste pour combien d'entre eux cette solution-là peut marcher. Et ça, malheureusement, l'équipe donc la dernière équipe de Nancy, ils ont refusé cette démarche-là, et donc ça mettra du temps, mais ça va se passer, mais ça mettra du temps et on verra avec une réplication indépendante, avec une méthodologie qui est propre, est-ce que ça peut se répliquer ou pas. Malheureusement, ça prend du temps. Donc ça, c'est le désavantage. Le temps de la recherche, il est souvent long et pas toujours. Il y a aussi des conflits d'intérêts. Donc ça, c'est pas aussi, comment on peut dire, il y a vraiment des intérêts des personnes à défendre une approche pour des raisons purement personnelles ou de carrière scientifique ou d'intérêt économique ou renommé. Et donc, parfois, ça met du temps. Merci. La recherche est noble, c'est pas toujours noble. C'est le mot que je cherchais. Merci. C'est souvent intéressé. Merci pour la réponse. Céline, je vois que tu lèves encore la main. Je pense que c'est bon, là, tu as encore des choses à demander, des précisions, parce que la réponse était très précise. Non, pas de problème, c'est que je ne l'avais pas baissé. C'est bon. Merci beaucoup. Il y a Philippe qui a une question à propos de l'empan visuel. Si vous voulez prendre la parole pour la poser de vive voix, si c'est possible. Non, c'est pas possible visiblement. Oui, allô, oui. Si, voilà, oui, super. C'est bon? Oui, très bien, on vous entend bien, merci. Oui, je profite de l'intervention de M. Ziegler tout à l'heure. J'ai peut-être pas tout bien suivi, mais c'est une question que j'avais posée à Fabienne. On parlait de l'empan visuel, donc la capacité à saisir globalement plusieurs lettres, etc. Et il me semblait avoir lu ou entendu quelque part que quand on avait filmé l'œil d'un lecteur, même expert, on s'était rendu compte que de toute façon, il fixait l'ensemble des lettres. Donc, en fait, il n'y avait pas de saisie globale possible. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a une réalité derrière physique qui permet ou alors est-ce que c'est simplement le fait d'automatiser le décodage qui permet d'aller très très vite et qui laisse à croire qu'on peut saisir globalement des paquets de lettres? Oui, c'est ça. Donc, tout au début, quand on enregistre les mouvements oculaires, donc, tout au début de la lecture, vous allez voir que c'est très sériel. Donc, l'œil va fixer au sein d'un mot plusieurs fois de façon sérielle, parfois même lettre par lettre. D'accord ? Ça, c'est le décodage parce que tout au début, c'est sériel. Et un lecteur expert, comme vous et moi, normalement, il fixe, donc l'œil fait des saccades et après, il se pose sur un mot. Pendant à peu près 200 millisecondes, il va extraire l'information. Après, il va bouger sur une autre fixation. Et nous, on fixe à peu près chaque mot une seule fois, légèrement au centre gauche d'un mot. Et ça nous permet d'extraire en parallèle toutes les informations. Après, il ne faut pas confondre global et néanmoins traiter les lettres individuelles. Donc, tout au début, mais ce n'est plus un débat. Donc, là, c'est vraiment résolu. Et ceux qui ont travaillé dans la vision, etc., qui étaient au début dans cette idée-là, qui avait une espèce de lecture globale où on ne traitait pas les lettres individuelles ou des graphèmes ou des syllabes, mais on traitait la forme globale d'un mot comme une espèce d'enveloppe, que l'image globale sans segmenter le mot dans sa partie. Donc, cette idée-là, elle est totalement réfutée. Donc, on sait que comme le cerveau traite aujourd'hui, nous, on a la sensation d'une lecture totalement globale, vous et moi. Donc, je regarde mon transparent, je dis pause. Le pause saute aux yeux. Et parce que c'est un mécanisme tellement surappris et ça va tellement vite, et on a du coup, on ne se rend pas compte que ce que fait notre cerveau, c'est il va néanmoins prendre les traits, les angles, les lettres dans certaines zones du cerveau. Après,
les graphèmes ensemble, après les syllabes ensemble, les rimes ensemble, le mot dans sa globalité, c'est-à-dire cette chaîne de lettres, cette entrée orthographique, tout va être activé au même temps et on a cette sensation de ce qu'on appelle en anglais pop-out, c'est-à-dire le mot saute aux yeux et on est plus, c'est sous-conscient. Hein, c'est un mécanisme sous-conscient, mais ça a été montré même en IRM fonctionnel que le cerveau, néanmoins, il y a une espèce de décomposition et très rapide, et après, tout est de nouveau intégré, et on arrive à cette sensation. Donc c'est vrai que quand on regarde le mouvement des yeux, donc on fixe une fois, on extrait l'ensemble des informations en parallèle, mais le cerveau réalise cette opération d'analyser tous les détails dans différentes couches. Hein. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est très bien aujourd'hui simulé avec ce que vous connaissez de l'intelligence artificielle hein, qui est utilisée dans votre iPhone, ce qu'on appelle le deep learning, hein, des réseaux de neurones avec différentes couches qui vont du plus élémentaire, ou quasiment en code des traits, après des lettres, après des groupes de lettres, etc. D'une couche à l'autre. Et c'est des modèles qui sont capables d'apprendre des stimuli visuels, donc des scènes visuelles, par exemple. Ce qui est utilisé quand vous faites la reconnaissance d'images, par exemple. Et à l'entrée, il commence avec des filtres, où simplement les informations sont filtrées dans des filtres Gabor. Mais à la fin, dans les millisecondes, vous pouvez savoir est-ce que c'est un visage connu, pas connu, etc. Donc, c'est extrêmement puissant. On a suffisamment de neurones pour s'en occuper dans ça. Merci beaucoup, hein, c'est vraiment, vraiment passionnant. On a encore d'autres questions. Il y a Julie Perron qui voulait poser une question à propos de la mémoire phonologique quand il y a un déficit. Tu veux parler, Julie ? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je me posais la question pour les élèves qui ont des difficultés à traiter les unités sonores de la langue, du langage oral. Si le passage par l'imprégnation syllabique pouvait être une solution ou pas pour ces élèves-là, pour les aider à rentrer dans le décodage et l'encodage. Oui, absolument. Donc, c'est notamment lorsqu'il y a beaucoup de variabilité au niveau graphème-phonème, comme c'est le cas en français, il y a beaucoup plus de stabilité au niveau de la syllabe, au niveau de la rime. Donc, c'est pour ça, c'est bien de travailler au niveau de la syllabe. Pardon, mais du coup, lorsqu'on travaille l'imprégnation syllabique, on est plus sur, on est sur finalement une forme de mémorisation quelque part. On agrandit peut-être au niveau de l'empan visuel l'unité sonore, mais on est quand même sur une forme de mémorisation et pas de décodage son par son, de correspondance graphophonétique. En fait. Disons, ça reste quand même le décodage. L'écodage, je ne dis pas forcément que ça doit être uniquement au niveau des lettres son. Et les syllabes, souvent, en fait, en plus en français, vous avez beaucoup de syllabes CV, donc consonne, voyelle. Une consonne en soi ne donne pas un son, associé avec une voyelle, ça donne un son. Donc, que vous travaillez le décodage directement au niveau de la syllabe, qui est une unité en plus dans la parole, elle est saliente, elle est là chez le jeune enfant. Donc, c'est très utile. Hein. Donc, GraphoGame, par exemple, on travaille directement au niveau de la syllabe. Donc, on travaille les correspondances au niveau de la syllabe très souvent. Donc, on ne travaille pas le be sol qui ne donne même pas de son, ou le peu. Donc, on le fait associé à une voyelle stable. Donc en soi, ce n'est pas un problème. C'est des faux problèmes aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y a de la systématicité pour que l'élève comprenne qu'il y a un lien. Il faut faciliter ce lien. Pour les anglophones aussi, hein, c'est les anglophones, parce que dans les années 70, ils étaient tous dans la méthode globale qui a produit des échecs énormes, catastrophiques, parce que ça devenait la devinette et la mémorisation visuelle. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est apprendre un annuaire téléphonique, même eux, ils l'ont compris. Mais après,
en anglais, c'est pas si simple parce que pour la lettre A, vous pouvez pas juste dire A, c'est A, parce que c'est pas vrai. Dans les 5 mots les plus fréquents de l'anglais, c'est 5 prononciations différentes. Donc, du coup, il faut le mettre dans un contexte plus large. Donc, les graphèmes contextuels ou déjà au niveau des rimes ou des syllabes. Donc, même en revanche, en Angleterre, donc, ils sont passés par un curriculum, donc une progression extrêmement bien travaillée où ils ont essayé que c'est quand même basé sur graphème phonème, mais intégré parfois dans des unités plus larges avec un programme où on va du plus simple au plus complexe et plus stable. Et ça a eu des effets très, très bénéfiques. Et ça a été aussi testé du coup plus régulièrement avec un test qu'ils avaient appelé le Phonics Check, qui permettait aux enseignants, qui était une obligation statutaire à faire ce test. Et lorsqu'un enfant, à la fin du CP, n'arrivait pas à passer le phonics test, qui était simplement lire une liste de mots et de pseudomots, hein, donc c'est moins sophistiqué ce que nous, on a fait au niveau des évaluations nationales, l'enseignant avait l'obligation statutaire de retravailler la progression et les liens. Et ça a eu des effets extrêmement positifs très rapidement. Hein, parce que même eux, ils ont compris, même en anglais, ça ne marchait pas et ils étaient quand même résistants un peu plus que nous. Nous, on avait un peu un peu les méthodes mixtes, mais eux, c'était la guerre. Hein. C'était la guerre des méthodes pendant 20 ans où c'est les élèves qui ont payé le prix. Mais c'est résolu, hein, tout ça, c'est fini. On a encore d'autres questions, c'est possible? Tout en sachant qu'effectivement, on a un peu passé la pause, mais c'est tellement intéressant que c'est un petit peu dommage d'arrêter. Donc, il y a Laurence encore et Cécile Pain qui avait posé une question. Laurence Gras. Oui, Johannes, on peut continuer Oui. à te poser des questions? Oui. Donc là, c'est… Ceux qui veulent prendre un café peuvent le faire après. Oui, c'est vrai. Hein. Cécile Pain avait une question à propos des élèves qui sont mauvais oralisateurs, c'est-à-dire de bons décodeurs et qui ont du mal à prendre la parole pour lire de façon oralisée. Oui. Bon compreneur. Donc, tu veux un peu plus préciser, Cécile, ta question? Oui, merci. Je voulais savoir déjà si ces cas sont fréquents et est-ce qu'ils ne compensent pas leur lenteur de déchiffrage par des stratégies de devineurs qui peuvent à terme leur poser problème quand les quantités d'écrits augmentent. Et du coup, est-ce qu'il faut s'entêter concrètement à essayer de leur faire augmenter leur score de fluence oralisée, ou est-ce qu'on peut les laisser avec des scores, puisque là, quand on a les scores de fluence, c'est l'évaluation, mais ça traduit pas la vitesse de lecture silencieuse. Est-ce qu'il faut s'entêter à, entre guillemets, à leur faire réussir à augmenter ce score de fluence pour s'assurer que justement ils sont pas sur des stratégies de devineurs, par exemple? Oui, donc c'est ça. L'affluence, c'est intéressant parce que ça nécessite vraiment une lecture exacte et donc du coup exacte et automatique. Ça teste vraiment cette capacité d'avoir automatisé l'identification de mots et en plus, du coup, dans l'affluence, passer au deuxième cas, donc lire rapidement à une vitesse qui correspond à la norme et après avec l'explicitité. Donc c'est sûr que il faut pas renoncer parce que comme vous dites, des stratégies autres, à un moment donné, on n'arrive plus et on se trouve au collège avec les 40%, dont 20 ne comprennent vraiment pas un texte, et 40 où c'est quand même pas très bien acquis. Et ça, c'est trop élevé. Et donc, il faut, et comme vous dites, faut régulièrement continuer. Et lorsque les difficultés de fluence persistent, il faut faire un maximum. Mais on parlera tout à l'heure quelle est la stratégie dans l'approche à la réponse à l'intervention avec les différentes paliers. Voilà. On a alors encore deux questions de Laurence Gras et puis de Monsieur ou Madame Elozo. Donc, je ne sais pas si Monsieur ou Madame Elozo, c'est en rapport avec ce qu'on est en train de parler, ou sinon, on fait pas. C'est d'abord Laurence Gras, puisqu'elle a levé la main en premier.
Monsieur ou Madame Elozo, c'était avec le sujet sur lequel on était en train de parler ou une toute autre question? Bon, bah. Non, bah écoute, alors, Laurence. Laurence, tu veux poser ta question à propos de la compréhension Alors, écrite? Il y a quelqu'un qui parle, hein, je ne sais pas, mais quand je vois à la caméra, mais non, il n'y a pas de son qui arrive. Voilà. Bah, écoute, Laurence, alors. Hein. Laurence, tu veux intervenir? Oui, bonjour. En fait, voulais revenir sur le test de compréhension écrite des phrases. Et ces images qui ont été données, hein, qu'on donne soit en lecture autonome, soit en lecture à haute voix, ce sont des tests, les tests Écosse, hein, qui évaluent la compréhension syntaxico-sémantique. Et la question… Donc, Laurence, on ne t'entend pas très bien. Tu peux pas mettre ton micro, s'il te plaît? Merci. Et ouais, mais à chaque fois, ça fait ça. Voilà, là, c'est bien. Voilà. Là, c'est mieux. Là, voilà. Ouais. Oui, donc je disais, ce sont les tests Écosse qui évaluent la compréhension syntaxico-sémantique. Oui. Et la question donc, que je me posais par rapport à ça, c'est que il y a peut-être un enseignement de la syntaxe en maternelle qui n'est pas assez aussi abordé de manière explicite, systématique. Et je pense que là, il y a un pan de travail qui devrait s'ouvrir au niveau de la maternelle. Mais dans tous les cas aussi, ce que je voulais préciser, ce n'est qu'un pan de la compréhension, hein, c'est ces compétences-là syntaxico-sémantiques. Et cette compréhension, ces tests Écosse, ils n'évaluent que ce pan-là, pour moi. Ou pas, ou je me trompe. Oui, donc c'était juste un exemple qui est beaucoup utilisé en recherche, à la fois anglophone dans les études que je vous ai montrées et dans ceux qu'on a utilisés en France. Mais oui, ça évalue un aspect, relation morphosyntaxique, mais il est bien fait, ce qui permet d'avoir les différentes relations. Après, à l'éducation nationale, à l'ADEPE, le test qui a été développé, ce n'est pas exactement l'Écosse, donc ils ont développé leur propre test qu'on utilise dans les évaluations nationales. Après, on peut faire mieux, on peut faire différents aspects. Sur la maternelle, je suis totalement d'accord. Hein. Il y a un chantier énorme. En plus, c'est vraiment le lieu de travailler le langage oral à fond. Donc, je suis très opposé à l'idée de commencer l'enseignement de la lecture plus précocement, mais au contraire, très attaché à l'idée qu'il faut absolument travailler le langage oral et la phonologie, avoir le même niveau, donc vraiment réduire les difficultés à ce moment-là, et notamment sachant que la langue scolaire est souvent différente de la langue parlée à la maison, donc c'est le lieu, et plus on aura de bonne qualité à la sortie de l'école maternelle, moins on aura des difficultés sur l'apprentissage de la lecture. Donc ça, et pour ça, il faut aussi des outils, des tests. Hein. Quand on dit des tests, c'est ce que les profs font, mais c'est bien d'avoir des tests fiables, donc qui mesurent vraiment quelque chose, qui ont des bonnes qualités psychométriques. On ne teste pas pour tester, hein. On ne teste pas pour les statistiques, c'est pour avoir une idée assez précise sur qu'est-ce qu'on doit travailler, où se trouvent les difficultés. Par exemple, tout le monde sait qu'il y a deux types de vocabulaire, l'étendue et la profondeur, la richesse, mais voilà, est-ce qu'il existe un test ludique facile à faire où on peut voir quel est le vocabulaire de l'enfant? Non, moi, je n'en connais pas. Et donc, c'est des trucs tout bêtes. Et quand on dit test, en fait, c'est pas juste tester. On peut faire des exercices qui sont bien faits, qui permettent à la fois mesurer l'état et le progrès et de présenter des choses qui manquent. Donc, aujourd'hui, toute la société, toutes les EdTech, ils sont tous à fond dans les solutions
parfois hyper sophistiqués à droite, à gauche, mais des trucs les plus simples et élémentaires où l'intelligence artificielle peut vraiment être utile à une progression individualisée, c'est-à-dire connaître l'état des connaissances vocabulaire d'un enfant et le stimuler avec un matériel qui l'intéresse, à la Spotify, etc. Ben ça, ils ne le font pas. Ils font autre chose. Et tout le monde fait la même chose. Et parfois, c'est… voilà, c'est… Après… c'est des modes, mais là-dessus, je pense que ça sera extrêmement utile. Et il y a un groupe de travail au Conseil scientifique de l'éducation nationale qui est piloté par Anne-Christophe, qui travaille sur l'école maternelle. Anne-Christophe, c'est quelqu'un qui travaille chez le développement cognitif de l'enfant et du bébé. Donc, je pense qu'on aura des pistes, hein, j'espère. Et alors, Laure aurait une question justement maternelle, donc en parallèle de tout le développement de ses compétences. Elle demande s'il y a un intérêt à travailler la dénomination rapide de représentation imagée de mots. Alors, est-ce qu'elle parle de fluence de mots à l'oral? Je ne sais pas. Je me suis beaucoup posé cette question-là aussi parce qu'il y a énormément de recherches qui montrent que cette capacité de dénomination est un précurseur de difficultés, ou c'est une mesure. Donc, si on le teste, c'est un prédicteur très fiable des difficultés, donc grosso modo du fait qu'un enfant peut développer des dyslexies ou pas. Donc, c'est un facteur à risque. Et je me suis toujours posé la question, il y a quasiment pas d'études dans la littérature. Est-ce qu'en entraînant, en faisant des dénominations d'images, d'objets, est-ce qu'on peut prévenir les difficultés, ou est-ce que c'est simplement parce que comme c'est un mini-modèle de lecture, on teste cette autoroute entre le cortex visuel vers le langage oral et ben finalement, donc c'est un test de la readiness, hein, que cette autoroute est déjà empruntable ou pas, mais finalement, quand on l'entraîne sur les objets, ça ne se généralise pas à la lecture. Donc, je ne sais pas. Donc, je me suis toujours étonné qu'il n'y a pas d'études dans la littérature qui proposent un entraînement à la dénomination d'objets qui montre que 2 ans après, vous auriez des effets favorables pour les enfants à risque. Donc, est-ce que dans la recherche, parfois, on ne sait pas, est-ce que ça a été essayé et comme ça n'a été pas concluant, ça n'a été jamais publié parce que ça, c'est un biais dans ce qu'on fait. Parce que normalement, nous, on publie toujours des résultats qui ont marché. Et c'est très difficile de publier des choses qui n'ont pas marché. Or, donc du coup, parfois, on ne le sait pas. Il y a des générations d'étudiants qui refont les mêmes choses et quand ils ne retrouvent rien, c'est en train de changer maintenant, où on commence à dire la recherche est un peu en train de changer, donc vers des publications ouvertes où on publie d'abord le protocole et donc du coup, quand on retrouve rien, eh ben, on publie quand même les résultats, donc on n'a rien trouvé. Donc, c'est un peu en train de changer à cause de ce problème de biais de publication des résultats positifs qui ne se répliquent pas par la suite. Mais, Johannes, merci beaucoup pour toutes ces réponses très, très précises et exhaustives.